Yo la Grizzly Family, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvel épisode et je suis en excellente compagnie et je suis accompagné de pas n'importe qui, donc on ne fait pas n'importe quoi. C'est une personne qui est tournée vers le monde, vers les gens et qui a envie de soleil et de nager avec les poissons notamment. Elle a eu plusieurs casquettes à son actif, même si aujourd'hui elle porte un chapeau, mais vous verrez que son histoire est tout aussi inspirante, je vous le garantis. Je suis content aujourd'hui de recevoir celle qui a envie de juste vivre le monde, kiffer sa life, partager. Johanna, Non, merci. Quelle belle introduction, j'adore. Trop merci. bien. Très, très bien. Je l'ai bossé. On voit ça, les petits poissons, ils ont été rajoutés. Exactement. C'est vrai, c'est vrai. Comment ça va? Mais ça va bien. En pleine forme? Merci. Oui, ça va. Un petit peu froid dans ce pays, mais ça va. Là, ça va, il fait beau. C'est Euh, un petit peu chaud. Il Un petit peu. Chouïa. y a du soleil. Il y a du Ça va, soleil. Ça va. ça va. Ok, bon, écoute, je suis très content de te recevoir aujourd'hui. Merci. Vraiment. Merci de m'avoir invité. Moi, ça me touche beaucoup. Bah, c'est normal. C'est normal. Comme je t'ai dit, tu es une personne atypique et tu as un parcours qui est quand même assez inspirant. Donc, il fallait en parler. Voilà. Parlons-en. Parlons-en. Donc là, on va faire un petit flashback dans le temps. Donc, on va parler de ta première quinzaine d'abord dans un premier temps. Comment était Johanna petite, curieuse, pas curieuse, timide, pas timide, bout en train, pas bout en train. Tu vas nous en dire Mm, plus. Et après, au fur et à mesure, on va avancer, donc rentrer dans la vingtaine et puis arriver au seuil de la trentaine et se dire, est-ce que quand on rentre dans la trentaine, il y a vraiment quelque chose qui change ou pas? On va le découvrir avec toi. Est-ce que tu es prête? Allez, c'est parti. En fait, tu vas me faire, tu vas me faire une petite séance d'hypnose. Non, même pas. En fait, non, mais c'est que c'est drôle, c'est qu'on va descendre dans le temps pour remonter. Genre, moi, c'est ce que je fais parfois en séance, du coup, Ah c'est bah marrant. écoute, bah voilà. Voilà. Mais c'est parti, cette fois-ci, c'est moi qui suis de l'autre côté. Yes. Alors, elle était comment la petite Johanna? Elle était comment, la petite Johanna? Partie de la quinzaine, De 0 à 15. de 0 à 15. Euh, ah là là, elle était extrêmement timide. Chose qui se voit pas Ouais, aujourd'hui. exact, c'est ce Tellement que pas. j'allais dire. Ah non, les gens me disent tous, mais ouais, mais Johanna, t'as trop confiance en toi, etc. Alors que quand j'étais petite, j'étais vraiment timide. J'osais même pas demander une baguette de pain, tu vois, Mhm. à la boulangerie, quoi. Alors je me cachais derrière ma mère. J'étais très, très, très timide, ouais. Et discrète. Euh, bah, j'avais peur, je pense. J'avais pas. Enfin, si, j'avais des amis, mais j'étais très, très sensible. Je pleurais beaucoup dès qu'on m'engueulait à l'école pour des petits trucs enfin, nuls. Euh, ouais, je sais pas si je rentre après dans le. Je te laisse. On découvre. Bah après, ouais, je pourrais dire quand j'étais petite, oui, ça c'est mes traits de caractère, mais après j'étais une petite fille qui, tu sais, un peu, on va dire, standard, un peu comme tout le monde. Je pense que je voulais me fondre dans la masse. En fait, je voulais m'habiller comme tout le monde. À l'inverse de plein de gens, c'est drôle avec le temps comment t'évolues, mais Ouais. je voulais en fait qu'on ne me voit pas, tu vois. Moi, Ok. je voulais me fondre dans la masse, ne pas attirer l'attention. Mhm. Euh, Tu vois, à l'école, c'est pareil. Je pense que j'avais des notes. J'étais dans la moyenne. J'étais pas dans le très fort, pas trop faible. Au milieu. Oh, au milieu. Voilà, un petit poisson Oh, qui faisait ok. son chemin. Ok. Et tu sais, c'est marrant que tu dis ça. Parce qu'aujourd'hui, moi, je dirais que tu as trouvé ta place, tu as pris ta place. Mm. Mais on va y revenir. Ouais. Je t'en prie. Ah bah c'est marrant parce que du coup, oui, il y a une évolution de fou Mhm. entre qui j'étais quand j'étais petite et ce que je suis aujourd'hui. Et bah après, j'ai grandi. Attends, je retrace mon parcours en même temps. Euh, c'est pas facile parce qu'en fait, quand tu demandes qui t'étais quand t'es un enfant, tu vois, genre, est-ce que tu pars plus facilement sur tout le côté scolaire, tu vois, et tu décris un peu ta scolarité, et qui t'étais dans le caractère, mais c'est aussi lié à dans quoi t'as grandi, tu vois, dans quel environnement t'as grandi, avec quel entourage. Et moi, tu vois, personnellement, enfin, j'ai grandi dans un climat qui n'était pas très sympathique. Quand j'étais petite, dans ma famille, j'ai grandi beaucoup dans la peur, je pense. Et ça m'a beaucoup suivi du coup à l'école. Et d'où la raison pour laquelle je voulais vraiment me fondre dans la masse, tu vois, et pas attirer l'attention.
Et j'ai fait mon petit chemin, ouais, jusqu'au collège, lycée. Et Où ces années-là, elles sont comment? Tu le vis comment, la transition, collège, lycée? bah, c'était un peu difficile. Enfin, moi, le lycée, ça a été une période compliquée pour moi parce que mes parents étaient en plein divorce à ce moment-là. Ok. Et j'ai grandi dans un climat pas très joyeux. J'avais un père qui n'était pas euh, présent, qui était parfois violent, tu vois. Donc, j'ai grandi dans un climat euh, ouais, plutôt difficile pour moi. Je me cachais beaucoup derrière ma maman. Puis après, il y a eu le divorce qui était compliqué. J'étais au lycée. euh, Tu commences aussi un peu à te découvrir différemment, à grandir. Ça a été une période un peu dure parce que c'est vrai que ça a été un divorce qui était très compliqué, où j'ai été mise sur le devant de la scène. J'ai été un peu prise enfin, Entre les deux. juridiquement, etc. Ça a été très difficile pour moi. Et ouais, je pense que encore une fois, j'avançais sans. Je faisais mon petit parcours de vie toujours discrète. Ouais, je sais pas trop. Toujours au milieu, dans la masse. Ouais, Ok. ouais, Et au lycée, tu sais déjà ce que tu veux faire plus tard ou pas? absolument pas. Moi, ça m'insupportait quand on me posait cette question déjà. Parce que je me dis, mais qui sait au lycée ce que tu veux faire? Enfin, tu peux avoir des envies, et c'est cool si t'en as, mais parfois t'en as pas. Et ça, par contre, c'est pas acceptable, tu vois. Donc c'est un petit peu embêtant. Et non, moi, j'avais aucune idée. Au lycée, je pense que, enfin, tu sais, moi, tout ce que je voulais, c'était, bah voilà, comme tout le monde, fallait que j'ai un diplôme, fallait absolument pour faire plaisir à mes parents, la C'est ça. sécurité, fallait que j'ai un bac. Je me disais déjà, si j'ai mon bac, c'est trop bien. Euh, je pense que j'ai eu des envies qui ont commencé à apparaître plutôt, tu vois, fin de lycée, Ok. euh, où j'ai eu envie de partir, moi, à l'étranger. Ok. Déjà, mon envie était là. Tu Ok. vois, où j'ai eu envie et j'étais très bonne en anglais. C'est peut-être le seul truc, j'adorais l'anglais. All right. Et, euh, et c'est pour ça d'ailleurs qu'après mes études, je suis partie en BTS en commerce international, mais vraiment, je m'en fichais un petit peu de l'import-export, parce que c'est Ouais. beaucoup de ça. Concrètement, je m'en foutais royalement. Mais je voulais juste en fait la partie internationale qui était de faire des stages à l'étranger, tu vois. Pour Ok. moi, c'était un point de sortie parce que de moi-même, je pense que j'avais pas le courage de me dire allez, je pars. Tu vois, j'étais jeune, c'est difficile, et d'avoir un prétexte d'études pour partir à l'étranger, je pense que c'est ça qui a un peu né chez moi l'envie de parler anglais et de Ok. partir. Et du coup, c'est ce que tu fais. Tu fais des stages à l'étranger? Là aujourd'hui, comment ça? Ah, à ce Non, à moment-là. ce moment-là, ouais. À ce moment-là, ouais, du coup, j'ai fait mes études, donc c'était 2 ans, et j'ai eu mon premier stage en Angleterre. Je crois que ça a été mon premier lien avec l'étranger et l'anglais. Ok. Et après mon BTS, bah, toujours l'envie d'aller encore loin. Je pense que j'ai toujours été attirée. J'adore l'expérience de découvrir une nouvelle culture, d'être dans un nouvel endroit et de parler anglais. J'adore. Et du coup, je voulais partir en Australie, puis au Canada, puis finalement, j'ai fini aux États-Unis, à Los Angeles. Ok. Pas mal. Ouais, je vais pas m'en plaindre. C'était ouais, c'était une belle expérience. Je suis partie 1 an et j'ai étudié du coup l'anglais, puis après j'ai étudié à l'université là-bas. Ok. UCLA? Ouais. Tu Oh. connais? Chouïa, chouïa. Ah, J'ai jamais été, mais j'ai des potes qui l'ont déjà fait. bah, tu sais, c'est l'université que tu vois là dans Buffy contre les vampires là. Ouais, Je te jure, j'étais dans un film, genre High School Musical, t'es là, tu te balades, c'est incroyable. C'était une belle expérience. je te crois. Ok. Après, tu reviens. Pas trop dégoûté de revenir? Alors, pas tant, mais parce qu'il s'est passé plein de choses là-bas. En Ok. fait, le côté université, que l'expérience, il était incroyable. Mais j'ai aussi eu ma première, je crois, relation amoureuse là-bas, Mhm. avec un Français. Il fallait que j'aille au bout du monde pour ça. Et c'était très difficile parce que ça s'est très mal passé, Mhm. euh, au point que enfin, tu vois, trahison, mensonge, menace, intimidation, enfin, ça a été très très loin et j'étais toute seule à l'autre bout du monde. Ouais. Et c'était hyper difficile pour moi à gérer, d'autant plus que tous les gens qui étaient mes amis là-bas, bah, enfin, j'avais un peu ce sentiment de trahison à ce moment-là. Donc ça à gérer, c'était très dur. Puis à côté de ça, j'ai mon beau-père.
qui est mon papa de cœur, parce que suite à mon divorce, ma maman, tu vois, elle a rencontré quelqu'un et qui est tombé malade. Et donc, j'apprends aux États-Unis qu'il a un cancer. Et donc, en fait, tout ça mélangé dans la fin de mon année aux États-Unis fait que, honnêtement, j'avais qu'une envie, c'était de rentrer C'est en donc. France, de retrouver mon beau-père, ma famille, et puis de me réfugier dans les bras de ma famille. Et tout ce que je venais de vivre là-bas, c'était un peu. Hmm. Donc, finalement, non, je suis rentrée. Sans regret. Il fallait rentrer. Ouais. Ouais. Même si j'avais un permis de travail dans lequel je pouvais repartir, tu vois, bosser Bien. 1 an aux États-Unis, mais du coup, Ok. je ne l'ai pas utilisé. Ok. Voilà. D'accord. Donc tu reviens en France. Ouais. Là, comment ça se passe pour toi? Tu es toujours dans les études ou tu commences à te dire bon? Non, je rentre en France et comme mon beau-père est malade et que c'était vraiment mon papa de cœur, vraiment, c'est le papa que j'ai toujours voulu avoir et c'était un coup de cœur dans ma vie. J'étais très très proche de lui. Et du coup, j'avais pas mon permis de conduire à ce moment-là. Donc ma priorité, c'était de passer mon permis pour pouvoir prendre le relais parce que il allait arriver un moment où il pourrait plus conduire. Ouais. Et en fait, j'ai passé un peu, ouais, beaucoup de temps à prendre soin de lui, à l'accompagner à l'hôpital, à ses rendez-vous, à passer mon permis en accéléré. Et d'ailleurs, c'est la période où je crois en 3 mois, j'ai dû prendre 10 kilos, Ok. où je m'en suis absolument pas rendu compte. Et Les émotions? ah ouais, complètement. Je pense que je m'en suis rendu compte un jour en pleurant, en me disant mais waouh, comment c'est arrivé quoi. Hmm. Et en fait, je pense que ouais, trop d'émotions et je les ai bien mangées et tu vois pas arriver quoi. Et du coup, ça a été une année ouais où j'étais très focus sur ce temps-là de prendre soin de mon beau-père au maximum. Enfin, vraiment, je vivais son cancer avec lui presque par soutien. Ouais. Et, euh, et ça a duré bien 1 an. euh, Avant que je reprenne un travail, je crois, à un moment donné, je sais plus dans quel sens ça a été. Euh, Parce que du coup, il est décédé. euh, et ça a été, je pense pour moi, ça a été la première rencontre avec la mort, tu vois. Hmm. Ça a été la première fois où je faisais face à un événement comme ça, où j'ai vu une personne que j'aime, un parent, se dégrader physiquement jour après jour jusqu'à la fin, jusqu'au dernier moment. Mhm. Et j'étais dans un déni total à ce moment-là. C'était très très difficile. J'étais en rejet de ce qui se passait. Et j'ai très mal vécu ce deuil. Et du coup, je crois que j'ai travaillé vraiment parce que il me fallait une raison en fait de me lever le matin. Il fallait t'occuper l'esprit. Ouais, il me fallait une raison, c'est de mettre un réveil et de me lever et de faire quelque chose. Donc j'ai travaillé Ok. à ce moment-là. J'ai trouvé un boulot assez facilement. Et ça a été ouais, pendant 4 ou 5, je crois, bonnes années où j'étais dans ce travail un peu de confort, Mhm. on va dire. Tu étais dans quel domaine à ce moment-là? J'étais dans une boîte informatique qui n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. J'étais assistante de direction bilingue. Du coup, je travaillais avec l'international, beaucoup en anglais. Je réorganisais l'entreprise. Donc, c'était intéressant au début. J'apprenais plein de choses. J'avais eu des responsabilités. Mais très vite, je me suis ennuyée et j'étais pas stimulée. Ouais. Et je me suis dit, mince, enfin, je sens que je passe à côté de quelque chose, quoi. Ça n'a aucun sens ce que je fais. Je m'abrutis presque parce que j'apprends rien et que j'ai besoin d'apprendre parce que j'adore, je suis curieuse de tout. Mais la grande question, c'est on fait quoi? Tu vois? Et je pense que d'ailleurs, c'est à ce moment-là où j'ai commencé à me former à l'hypnose, à la PNL. Et ça, je t'en parle, c'était des années après, en effet, parce que j'ai traversé en même temps le deuil, Mhm. tu vois, de mon beau-père pendant tout le temps, parce que de toute façon, il n'y a pas de fin réelle. Mais euh, voilà, c'était en complément, quoi. Ça faisait partie du chemin et c'était pas. Je dirais presque qu'à ce moment-là, mon travail, c'était un peu, tu vois, ce qui m'a permis de tenir, en fait. Ouais, sans le travail, tu pourrais Ouais. potentiellement sombrer. Mm. Et en soi, d'un côté, ça a peut-être été une bonne chose.
Mais de l'autre côté, bah forcément, comme tu l'as dit, tu as ton papa de cœur qui s'en va. Donc, enfin, première fois que tu fais face à la mort. Et c'est clairement difficile. C'est très, 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 très dur, pardon. Donc, tu as les fameuses 5 étapes enfin, que tout le monde connaît, je pense. Et tu dois gérer ça comme tu veux. Et bah, moi, ça me fait un peu écho parce que moi, j'ai perdu mon grand-père assez jeune. Et tu vois, lui, c'était vraiment the modèle pour moi. Et quand tu as 11 ans et que justement, tu es en mode, ben, tu perds ce modèle-là et que ben, tu dois l'accepter, mais t'as pas envie de l'accepter, tu dois faire plein de trucs, Mm, mm. c'est chiant. Mais la chose qui s'est passée, c'est qu'il m'a fallu 12 ans, je crois, pour accepter ce deuil-là. Et c'est ma mère qui me le rappelle. Elle m'appelle, elle me dit ah, aujourd'hui, tu sais, on est telle date. Parce que lui, il est mort, pardon, le jour de la Saint-Serge. Tu Mm. vois. Et pour la petite anecdote, il s'appelait aussi Serge. Ah ouais, incroyable. Donc, tu as ce truc-là, il dit ah, bah, aujourd'hui, en gros, c'est la Saint-Serge et tout. Et ben, du coup, ça fait 12 ans que. Et j'étais en mode ah ouais. Je dis mais waouh, là, enfin, d'accord. Elle me dit, tu t'en rappelles pas? Je dis non. Elle me dit, bah si tu t'en rappelais pas, ça veut dire que tu l'as accepté. J'ai dit, ah, c'est possible. Et depuis, bah, forcément, de l'eau a coulé sous les ponts depuis. Mais effectivement, ça retourne. Ça retourne beaucoup. Et moi, je trouve que soit il y a deux options. Soit on trouve une force, on ne sait pas d'où elle vient, qui va faire qu'on va mettre beaucoup d'énergie dans quelque chose, de créatif, le boulot, autre chose. Ou justement, ça va être l'inverse qui va justement nous. C'est cette force qui va t'écraser, quoi. C'est ça. Ouais. Et bah, toi, tu t'en es servi comme tremplin, entre guillemets. Franchement, je sais même pas si je pourrais dire ça de moi, parce qu'honnêtement, je t'avoue que j'étais dans un tel rejet déjà de la fin. Tu vois, Mm. quand il est entré en soins palliatifs, mon beau-père, moi, j'espérais encore qu'il sorte des soins palliatifs, alors Ouais. qu'on sait que quand tu vas en soins palliatifs, généralement, tu n'en ressors pas. C'est pas le but. Mm. Et j'étais dans un déni, mais vraiment, je n'acceptais pas. Et en fait, c'est à la fin, ça s'est dégradé très, très vite. Et ouais, il y a plein de moments qui m'ont marqué forcément. Et je pense que c'est peut-être la première fois de ma vie d'ailleurs où j'ai pleuré. Mais tu sais, quand tu pleures des tripes, tu sais, comme un animal, genre vraiment, j'ai hurlé comme un loup, tu Ouais. vois, de pleurs et de tristesse et de colère et je sais pas ce qu'il y avait là-dedans, mais c'est où je me suis effondrée comme un animal à l'hôpital quand c'est arrivé. J'oublierai jamais ce moment parce que tu pleures. Enfin, il y a un truc tellement, cette force dont tu parles, Mm. elle est en toi et elle hurle, tu vois. C'est ça. Et j'ai mis beaucoup de temps, tu vois, moi, honnêtement, pendant 2 ans, je voulais pas parler de mon beau-père. Mm. Je ne pouvais pas. Et j'ai eu aussi des périodes où je t'avoue que voilà, je voulais vraiment, je trouvais plus de sens à rien, j'avais plus envie de rien. Ouais. J'avais plus envie parfois même de vivre, alors que j'avais encore ma mère, j'avais encore ma famille, mais ouais, j'étais vraiment, je me suis vraiment effondrée, hein. J'ai mis beaucoup de temps à sortir par le travail tout doucement, reprendre un rythme. Et je me sentais, bah après, je pense que quand tu vis ça, tu te sens aussi complètement déconnecté des gens parce que tu as l'impression que personne comprend ce que tu vis et que dès que tu souris, les gens pensent que tu vas bien alors que tu peux très bien sourire et t'effondrer le soir dans ton lit C'est ça. et, euh, et souffrir le martyr. Mais je sais juste que cette période de deuil, en fait, je l'ai très mal vécue parce que j'ai vraiment rejeté ce qui s'est passé. Tu vois. J'étais en train de me battre contre la vie, contre la réalité. Je n'acceptais pas. Et je pense que j'ai mis en effet, moi, des années à voir la mort autrement, à changer de regard sur la mort et à ne plus combattre ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, voilà, d'ailleurs, il est là. Tu vois, ils sont tous les deux tatoués. Euh, Aujourd'hui, je me bats plus contre ce qui s'est passé, en tout cas. Tu l'as accepté. T'es plus en paix avec ça, tu trouves? Ouais, je pense. Bah, déjà, t'en parles et Ouais, tu t'effondres pas. exactement. Donc, c'est quand même C'est vrai. c'est assez évocateur. C'est vrai. Parce qu'il fut un temps où je m'effondrais tout le temps dès que j'en parlais. Ouais, C'est normal. c'est vrai. Oh, bah,
Courageuse, hein? Ouais, on va. c'est- J'espère que tu réalises que tu es courageuse quand même. Oui, je le réalise. C'est vrai que je le réalise. Je pense que j'ai vécu plein de choses dans ma vie où je sais que j'ai beaucoup de courage en moi. J'en ai conscience. Mais, euh, mais c'est vrai que quand on se regarde soi-même, ben, on se dit, oui, on oublie, on va plus regarder les moments où on s'est effondré plutôt que les moments où tu vois, on a été courageux. On a tendance à faire ça assez facilement en tant qu'être humain. C'est Ouais, dommage. on est toujours plus dur avec nous-mêmes que Mais j'en ai on conscience. devrait. Ouais, Le cœur d'un rhinocéros et le courage d'un rhinocéros. ouais, vraiment. La corne. Exactement. Non, c'est vrai. Oui. Ok. Donc là, il y a tout ça qui se passe et bah, comme tu as dit, tu fais un petit bond dans le temps et tu t'intéresses à l'hypnose et la PNL. Ouais. Quel est le chemin qui t'a mené vers ça? Alors moi déjà, il faut savoir que quand j'ai fini mes études, en fait, je voulais faire des études de psychologie. Ok. Je voulais aller en psycho et c'était dans mon deuxième choix, sauf que bah, le premier, moi je suis trop une flemmarde, donc j'ai choisi le BTS parce que c'était à côté de chez moi, tu vois. D'accord. Je vais être honnête. Et du coup, c'était plus pratique. Puis il y avait l'étranger et tout. En psycho, bon, c'était à Paris. Mais de base, je voulais vraiment faire psycho. Et, euh, et du coup, bon, bah, j'ai toujours été intéressée par ces sujets-là, en fait, ces thématiques. Donc, je lisais beaucoup de livres, je m'intéressais, je regardais plein de docus. Enfin, j'ai toujours été fascinée par le cerveau humain, par la psychologie, les relations, le pourquoi. J'ai fait beaucoup de thérapie Mhm. aussi, hein, déjà depuis, je pense, l'âge de 15 ans. Tu vois, j'ai dû voir je sais pas combien de psy. Ok. Euh, et je pense que ça m'a aidé aussi à réfléchir, tu vois, sur moi-même. D'ailleurs, c'est là, je trouve que tu sais que tu fais un beau travail avec un psy, c'est quand je m'en suis rendu compte au bout d'un an, j'arrivais à me poser les questions que elle me poserait, sans elle. Ouais. Et là, c'est là où elle m'a dit, bah, Johanna, je crois qu'on n'a plus besoin de se voir. Et en fait, c'est vrai que tu développes cet automatisme de t'auto-interroger, de peut-être te remettre en question, etc. C'est ça. Et, euh, et pourquoi j'en suis là? Mince, je me suis perdue dans mon fil. Euh, Non, pourquoi la PNL et Ah pourquoi oui, pourquoi l'hypnose? la PNL? Donc parce que voilà, c'est thématique, parce que voilà, ça m'a toujours intéressée. Et quand je te dis, ça faisait 5 ans que je travaillais, euh, bah, j'étais plus stimulée. Mhm. Et donc, il y a eu le Covid aussi. On Ah, peut dire, hein, il y a eu le Covid le qui a fameux. fait qu'on était beaucoup en télétravail. Ouais. Et donc, voilà, j'avais mon boulot, mais du coup, bah, tu as plus de temps parce que tu es chez toi le soir, donc c'est plus rapide. Et puis parfois, de mes pauses déj, bah, tiens, je faisais des petites formations avec le CPF et tout. Je m'étais intéressée. J'avais vu qu'on pouvait faire une formation J'avais commencé avec la PNL, qui est un peu la cousine, on va dire, de l'hypnose, tu vois. Et, euh, et déjà, ça m'avait fascinée. Ça m'avait débloqué plein de choses déjà, tu vois, dans ma façon. J'avais moins de conflits avec ma mère parce qu'il y avait Ouais. plein de choses que je voyais différemment. Ok. Ça a commencé juste en apprenant à bousculer certaines choses chez moi. Et ensuite, bah, j'entends parler de l'hypnose. J'avais une amie à ce moment-là qui, elle, était déjà hypnothérapeute depuis 1 an ou 2. D'accord. Donc je m'intéresse, je me forme. Mais en fait, je le fais vraiment pour moi. J'ai aucune intention d'en faire mon travail. Ok. Parce que je sais que c'est pas facile de vivre de ton travail et de te faire connaître en tant que thérapeute quand t'as pas la carte psychologue, infirmière, etc. C'est pas simple en France. Et puis ça demande beaucoup de courage de quitter ton travail, ton confort, ta sécurité et de te de te reconvertir professionnellement. On a tous beaucoup envie de le faire, Ouais. mais le passage à l'action, il est dur. On va pas se mentir. Très dur. Ah ouais, il a été tellement dur qu'il a mis 2 ans, tu vois. Ah, Genre vraiment, j'ai mis 2 ans en fait à me dire, mais attends, mais si je pars, etc. Et à partir, puis j'ai préparé mon départ où je me dis, bon, allez, c'est parti, il faut que je me lance. J'ai quitté mon travail mhm. et j'ai ouvert mon auto-entreprise. J'ai découvert un petit peu le monde de l'entrepreneuriat parce que je n'y connaissais rien du tout. Puis puis j'ai continué à me former en fait, hein. Ouais. J'ai été me former, j'ai fait plein de formations, de spécialisations. Et d'ailleurs, bon, alors quand même, je rate une étape, je crois que ça a été quand je me formais pour moi-même, en fait, ça a été un moment où ma maman, à ce moment-là, euh, fait des examens à l'hôpital et elle m'annonce qu'elle a un cancer, qu'ils ont découvert des cellules cancéreuses, etc. Mhm. Et ma première réaction quand elle m'annonce ça, bah, ça a été de la rassurer, de lui dire que ça allait bien se passer. Et je me suis pas du tout effondrée. Et ce qui m'a étonné de moi à ce moment-là, mais
avec tout ce que je pratiquais, en fait, tout ça, je me disais, mais de toute façon, on va pas changer les choses, on va accompagner, on va faire ce qu'il faut, puis on va pas se rajouter du stress alors que c'est déjà compliqué comme une situation. Et tout ça, c'était en parallèle de à ce moment-là où je me formais. Ok. Et je crois que ce qui a été moteur aussi dans tout ça, bah, ça a été ma maman. Parce que quelque part, j'étais en train de commencer à me former à l'hypnose et je voulais arrêter parce qu'elle tombe malade. Ok. Et je me dis, je vais pas avoir le temps et ma priorité, c'est elle. Et je me souviendrai toujours du moment où elle m'a dit, mais en fait, il faut que tu le fasses parce que tout ce que tu vas apprendre, déjà, tu vas pouvoir aussi m'aider avec. Et ça va nous servir. Et du coup, c'est pour ça que je m'étais aussi spécialisée dans la gestion de la douleur. Euh, et ça a été aussi un moteur parce que du coup, j'ai été me former dans le sud de la France. Tu vois, elle est venue avec moi. Euh, et Ok. moi, la journée, j'allais à l'école et tout. Et elle m'a encouragée à, voilà, à le faire et à me lancer et à vraiment en faire mon travail parce qu'elle pense, je pense qu'elle pensait réellement que j'étais bonne à ça. Et, et je pense que, tu vois, quand tu vois ça dans le regard de tes parents, bah, ça te touche et ça te donne envie d'y arriver quand toi, tu crois pas. Comme Clairement. moi, j'y croyais pas que c'était possible, quoi. Donc, je pense que euh, le fait qu'elle y croit, elle, s'est transféré en moi, tu vois. Donc, parfois, la force des autres vient te donner de la force quand toi, tu l'as pas. Exactement. Et tu vois, là, je vais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, Mm, mm, sur le fait de prendre ta place. mm, mm. Là, en fait, ta mère t'a dit, prends ta place. Ouais, complètement. Mais à ce moment-là, je l'entendais même pas comme ça, tu vois. Mais en effet, c'est ça. C'est prends-le, fais-le. Le nombre de fois où même sur mon parcours, j'ai voulu abandonner, arrêter, où j'ai douté de moi, parce que voilà, je doute très facilement aussi. Quand c'est pas parfait, je me dis ah non, mais je suis peut-être pas assez bonne, etc. J'ai eu beaucoup de périodes comme ça et à chaque fois, non, c'était mais Joanna, mais tu te rends pas compte, c'est ta place, hein. Et elle en était tellement convaincue en fait que ah, ça te touche parce que c'est ta maman, elle te connaît mieux que personne et moi Ouais. j'étais très proche de ma maman et puis tout ce que j'apprenais, j'essayais de lui en faire bénéficier aussi et ça l'a énormément aidé dans tout ce qui était effet secondaire, douleur, même dans l'appréhension, dans dans la façon dont elle a vécu son cancer. Ça a changé tellement de choses. Et ouais, je pense que ça a été en tout cas une des raisons pour lesquelles j'ai j'ai pas lâché. Ok. Et du coup, ta maman a été ta première cliente. Ouais. Alors que normalement, on travaille pas trop avec la famille. Moi, je travaille pas trop avec les gens Ouais. proches et famille. Mais c'est vrai que bah, je faisais pas une thérapie avec ma maman en fait. Je faisais des protocoles, j'appliquais des choses vraiment spécifiques. Et du coup, c'est vrai que bah, je m'entraînais un petit peu aussi à faire des séances d'hypnose, voir comment elle se sentait, etc. Et je crois que c'était ma première fan, hein. Il y a de quoi. Ouais. Franchement, il y a de quoi. Non, le témoignage est franchement lourd et très très beau. Et puis, je trouve aussi que, tu sais, c'est comme, tu sais, des fois, enfin, j'ai une amie qui a perdu sa maman il y a quelques années où elle disait, en fait, ma mère, elle est partie et j'ai beaucoup de regrets, surtout sur les derniers Ouais, moments de sa vie. J'ai pas ouais. pu être présente comme je l'aurais souhaité. Et bah, en fait, là, j'ai l'impression que toi, justement, ça vous a permis à toutes les deux de vraiment profiter l'une de l'autre. Je suis tellement heureuse, tu vois, de pas pouvoir dire cette phrase. Je suis tellement heureuse de pas pouvoir dire, je suis tellement, je regrette de pas avoir dit ça, de pas avoir fait ça. J'ai aucun regret. Euh, je dirais même que ces 2 années de cancer, c'est bizarre à dire pour certains à comprendre peut-être, mais ça a été la plus belle relation que j'ai eue avec ma maman. Euh, Quand bien même c'était extrêmement difficile. Euh, c'est là où on s'est toutes les deux découvertes quelque chose, je ne saurais même pas mettre de mots, mais entre ma pratique, euh, tout ce que j'ai pu lui apporter et la maladie, ce que ça a aussi déclenché chez elle. Mhm. Et je pense que, tu vois, ma mère, ouais, il s'est passé quelque chose où tout a été vécu différemment, tu vois.
elle achetait même des pierres, tu vois, à un moment donné. Moi, j'aimais bien avoir des pierres à ce moment-là, des pierres, tu vois, de lithothérapie. Et elle en Ouais. achetait. Puis dès que j'achetais un ouvrage, elle achetait le même. Enfin, elle était vraiment ouverte, en fait. La maladie a fait qu'il y a quelque chose qui s'est ouvert Ok. pendant qu'autre chose s'installait. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que j'ai cette chance de ne pas pouvoir dire que j'ai des regrets parce que j'en ai pas. Ça, c'est beau. Ouais. Ça, franchement, c'est beau. Et c'est important de le dire aussi. Donc, vraiment, bah, merci à toi. Et donc, ça te pousse encore plus par rapport à du coup, ta reconversion. Ouais. Tu valides ta formation, etc. Et quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, comment ça se passe les premiers mois? Euh, alors moi, je t'avoue que c'est un peu particulier parce que vu que ma maman était malade, en fait, je travaillais, on va dire, à temps partiel la première année. Ok. Parce que tout le reste, ma priorité, c'était ma mère. C'était de l'accompagner, d'être présente pour elle. Donc, en fait, je jonglais. J'étais pas, en fait, euh, complètement dans mon travail. Tu vois. Je pense que quand tu lances ton entreprise, tu focuses à fond. C'est ça. Tu donnes tout. Moi, il y avait une partie de moi qui était dedans, mais il y avait une autre partie de moi, c'était pas la priorité. Tu vois. Donc, Ouais. j'ai vraiment avancé petit à petit, quoi. Euh, et puis, il y a eu beaucoup de peur, forcément aussi, hein, que ça prenne pas, beaucoup de doutes. Mes premiers clients, beaucoup, beaucoup de doutes. Et c'était toujours ma mère qui était rassurée et me rappeler à quel point c'était extraordinaire ce que je faisais et de me rappeler, en fait, de voir bah, tous les beaux retours que j'ai, tout ce qui, toute la magie qui se passe, plutôt que tous les couacs, tous les doutes, etc. Mais du coup, je dirais que mes premières années d'entrepreneuriat, pour moi, elles ont été, tu vois, un peu comme si j'avais un pied dedans et un pied ailleurs. Ouais. J'étais pas complètement dedans. Ok. Après, t'en avais besoin aussi. Bah, de toute façon, ça s'est présenté comme ça. Enfin, la vie a fait que, bon, bah, euh, peut-être qu'il fallait que je me lance à moitié, doucement, en tout cas, en prenant le temps. Et c'était la meilleure façon dont ça pouvait se passer, je pense. Mm. Bah, tu allais étape par étape, Ouais, au stress, t'as développé tranquille. ouais, c'est ça. Non, c'est pas plus mal. Mm. C'est même plus smart plutôt que de démarrer tambour battant et tout et au final s'écrouler après. Là, tu solidifies en fait tes bases, tu fais plein de tests, tu vois ce qui fonctionne pas. Enfin, les débuts, généralement les débuts c'est ça, tu vois. C'est vrai, Et après, au fur et à mesure, bah, tu améliores, tu améliores, tu améliores, tu améliores jusqu'à ce que bah, tu puisses être pleinement indépendant. c'est vrai. C'est un peu à l'image, moi je suis un peu en escargot, quoi. Tu vois, Ouais. c'est tout doucement. C'était pas voulu, c'était pas choisi, mais au final, ouais, c'est ce qui m'a permis aussi de me forger mon expérience, puis de me former au fil du temps, en fait, de continuer à apprendre des choses en prenant le temps. Et quelque part, je me rendais peut-être pas compte à ce moment-là, mais je travaillais avec des humains Mm. et j'étais aussi en train d'accompagner ma maman dans ce cheminement. Donc, je pense que tout ce que j'ai vécu avec elle, quelque part, ça m'a aussi servi dans ma façon d'accompagner. Tu vois. Ouais. Euh, donc, voilà, on peut dire que c'était une formation pas que théorique, c'était une formation de la vie, quoi. Ouais. Formation humaine. Ouais. Ok. Du coup, tu as un escargot qui fonce comme un rhinocéros. Ouais. Un escargot avec une corne de rhinocéros. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ok. Donc, il y a toute cette période-là. À ce moment-là, tu es dans la trentaine, tu te rapproches de la trentaine, tu l'as déjà passé ou pas encore? Euh, non, à ce moment-là, euh, j'avais, ouais, je pense 26 par là. Ouais. Ok, ça va. Du coup, quand tu avances un petit peu dans le temps, tu te rapproches de la trentaine. Est-ce qu'il y a des choses qui commencent à changer par rapport à ton état d'esprit, par rapport à ce que tu vois, par rapport à ce que tu veux? Notamment sur le fait de prendre ta place. Bah, moi, tu sais, dans la trentaine, ce qui a basculé, honnêtement, ça a bousculé ma vie, hein. C'est le décès de ma maman qui est arrivé pile à ce moment-là.
Euh, Ça a bousculé et je pense que oui, ça a forcément impacté ma façon de prendre ma place, mais surtout ma façon de vivre. Euh, Quelque part, c'est lié parce que tu te poses moins de questions et tu accordes moins d'importance à l'erreur parce que finalement, ce qui t'empêche souvent de prendre ta place, c'est la peur, tu vois, la peur de pas réussir, la peur de si c'est pas assez bien, etc. Mm. Je crois qu'à un moment donné, quand tu vis des choses pareilles, tu t'en fous, quoi. Et donc ta place, tu la prends Et tu vis. et tu vis. Et tu meurs en même temps. Ouais. Mais ça fait partie du jeu. Parce que quelque part, je pourrais pas dire combien de fois je suis morte Mhm. depuis ce moment-là. Et quelque part, la leçon que j'en tire aussi, c'est que c'est ce qui me permet aussi, comme tout qui est complémentaire, hein, c'est ce qui me permet de prendre conscience de la vie, en fait, à quel Ouais. point c'est précieux, à quel point elle peut s'arrêter, tu vois, on le sait, on le dit tous les jours, mais je pense que ce que j'ai vécu avec ma maman, c'est quelque chose d'indescriptible parce que c'était extrêmement difficile de voir la mort s'installer Ouais. dans la personne que tu aimes le plus au monde et de vivre chaque étape de la mort et de la voir en fait et de la ressentir puis de la vivre et ouais je pense que forcément ça te bouscule et moi c'est arrivé pile dans ma trentaine et je crois que ça sert de rappel urgent tu vois de vivre dans un moment où tout en toi est en train de mourir, ce qui est assez paradoxal. Très paradoxal. Mais Ouais. comme tu l'as dit, c'est une balance. Mm. L'un ne va pas sans l'autre. C'est ça. Et bah, en fait, plus on décide de vivre, plus effectivement, il y a des choses en nous qui meurent. Bah, Qui c'est un meurt. peu comme on en parlait tout à l'heure, un peu en off. Mm. Faut laisser la place au neuf. Ouais, Faut virer l'ancien et laisser la place du exactement. coup au neuf. Même si ça nous demande beaucoup, beaucoup d'efforts et de résilience, notamment face à la mort Mm, des proches. Ce qui est assez drôle, c'est que nous, bah, on se dit toujours, ouais, si c'est nous qui partons, c'est pas grave. Mais en fait, nous, on a des proches. mm. Et bah, enfin, c'est une boucle. Ouais, C'est une boucle. Mais comme tu as dit, c'est un très beau rappel. Et tu vois, bah, le fait de vivre, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont tellement plus importantes. Des choses aujourd'hui, on se dit, on va se prendre la tête sur ça, mais en fait, c'est tellement futile. Alors qu'en soi, les choses, elles sont simples. Les choses doivent être simples. Les choses, elles sont simples en vrai, mais l'être humain a ce talent pour complexifier la chose. Donc, au lieu d'aller tout droit, on aime bien. prendre des petits détours. Exactement. Ouais. Alors qu'une ligne droite, bah, ça serait tellement plus simple. Et non, franchement, c'est. Tu vois, ce que tu dis, ça me touche. C'est un très, très beau rappel, tu vois, parce que bah, la vie, elle est précieuse. La vie, elle est précieuse et on est tellement dans le speed, notamment dans les grandes capitales, Mm, mm, comme actuellement Paris. On est tellement dans le speed, on est tellement dans le. Faut que ça aille vite, mm, dans le fast-food life, si on peut mm. appeler ça comme ça. Ouais. Puis à un moment donné, on oublie de s'arrêter et de vivre. Et il y avait un senior, quand j'étais petit dans ma steak, qui disait oh, arrêtez de courir, arrêtez-vous et regardez les fleurs. On disait mais pourquoi est-ce qu'il dit ça à chaque fois? Arrêtez de courir, arrêtez-vous et regardez les fleurs. Et tu vois, aujourd'hui, je me dis, bah, en fait, il voulait peut-être juste nous dire arrêtez-vous et prenez le temps. Et ça, c'est important. Donc, Mais tu sais, moi, c'est un truc que ma mère verbalisait elle-même, tu vois, en ayant son cancer. Ça a été un déclic pour elle de se dire, mais attends, mais en fait, j'ai passé ma vie à courir, à travailler. Elle est travaillée à la mairie, tu vois, elle était maire adjointe, elle se battait pour la ville. Elle avait plein de projets, plein de trucs et elle travaillait tellement. Et quand c'est arrivé, elle s'est dit, mais en fait,
c'est secondaire, tu vois. Enfin, le travail est secondaire. Genre là, il y a l'instant là maintenant, et elle s'est mise à observer les arbres. Elle s'est mise à vouloir juste qu'on se pose sur un banc à regarder les arbres, tu vois, regarder le ciel. Chose qu'elle faisait pas, tu vois, avant. Et moi, parfois, volontairement, tu vois, je me dis, Johanna, pour me reconnecter à ça, des fois, je me dis, mais si là, demain, on me dit, Johanna, il te reste 2 semaines à vivre, tu changes quoi? Et je vais encore plus loin, parce que certains ont besoin de ça. C'est si demain on te dit, bah, t'as un cancer et dans 2 semaines, t'es plus là. Tu vois. Bah, franchement, je t'avoue qu'il y a beaucoup de trucs, j'en ai rien à foutre, quoi. Et, et je me concentre vraiment sur là le plus important pour moi, tu vois. Genre, tout de suite, ça te recentre. Mais en fait, on a beau le savoir, on oublie. Tu vois, C'est c'est ça. comme on oublie tout le temps qu'on a 2 bras et qu'on a 2 jambes, la chance qu'on a de pouvoir là se parler librement sans avoir des bombes sur la tête. Euh, on a à boire tous les jours, on a de l'eau. En fait, c'est des choses tellement simples. Et moi, la première, parfois, j'oublie. Tu vois, j'oublie à quel point c'est normal, je l'ai banalisé. Et je crois que c'est à nous, en tant qu'êtres humains, de se forcer, de faire l'effort, de tous les jours se rappeler, si demain tu retires tout, comment tu te sens. Et on s'en rend compte quand on tombe malade, souvent, tu vois. C'est ça. Quand demain, t'es enrhumé, tu vas te dire, putain, qu'est-ce que c'était agréable de respirer par le nez, quoi. Mais tu vois, Ouais, c'est non, fou. Il faut qu'on perde quelque chose pour se Exactement. rendre compte. Et moi en tout cas, c'est parfois, je me dis, c'est désolant parce que pourquoi attendre? Je vais pas attendre, tu vois, de perdre mon frère pour me rendre compte à quel point je l'aime, à quel point il est là, tu vois. Et j'ai envie de m'en rendre compte maintenant. Et c'est d'en avoir conscience. Bon, on va pas aller à l'encontre de notre cerveau, tu vois, on est fait comme ça. Mais je trouve que ça demande un effort, en tout cas, de ramener ça, tu vois, sur le devant. C'est vrai. C'est vrai. Et puis, vu qu'on est de plus en plus dans une époque où ben, le confort prend tellement de place, donc plus tu es dans le confort, plus tu oublies, tu zappes toutes ces choses essentielles en vrai. Parce que justement, le truc, c'est, comme tu l'as dit, si tu as ce reminder régulièrement, bah, je pense que les choses, elles sont totalement différentes. Le comportement est différent, les choix sont différents, le fait de vouloir bouger sera différent aussi, Mm, parce que tout de suite, ce qui est futile passe littéralement à la trappe, ce qui est important mm. reste, et ça n'a pas de prix, tu vois. Vraiment, ça n'a pas de prix. Ouais. Et je dirais même, tu vois, heureusement qu'on se casse la gueule, heureusement qu'on perd de l'argent, heureusement qu'on tombe malade, parce que sinon, mais on s'enfoncerait dans notre confort, dans notre illusion, et on oublierait en fait à quel point la vie elle est précieuse et à quel point elle peut s'arrêter. Heureusement qu'on voit des gens tomber malades, heureusement qu'on perd, qu'on entend parler de gens qui perdent, tu vois, heureusement qu'on a tout ça. Et c'est là que tu te rends compte que tout est complémentaire parce que mais quelque part, c'est ce qui donne de la valeur à l'incertitude de Exactement. tout. Et cette incertitude, le fait de ne pas savoir quand tu vas mourir, ce qui va t'arriver, ben, ça donne de la valeur à l'instant. Exactement. Vraiment. Et tu vois, le temps que tu vas accorder justement à ta famille, à tes amis, etc., c'est un temps qui est ultra précieux. C'est pas un temps que tu vas donner à n'importe qui, mais c'est un temps qui est ultra précieux. Et encore une fois, on l'oublie. Beaucoup. C'est important en effet hein, de le dire. Après, encore une fois, je tombe pas dans tu vois, dans le cliché de oui, bon bah, tu vois, moi, on me disait ça avant. Je me disais oui, bah c'est bien, mais ma mère, j'étais en colère contre elle. Enfin voilà, j'ai le droit d'être en colère. Ça veut pas Oui, bah dire oui. ça veut pas dire qu'il faut ignorer tout ça Ah non, quand même. et ce que tu vis, mais prendre conscience en fait du présent. Et ça demande un effort parce que notre mental, il existe dans le futur, dans le passé. Il va toujours imaginer des choses ou alors il va se réfugier dans les souvenirs, tu vois. C'est ça. Et ça demande un effort de toujours revenir à là, maintenant, comment tu es, t'as tes 2 bras, t'as tes 2 jambes. Moi, je reviens à des choses hyper factuelles parfois pour me forcer parce que je pars aussi beaucoup, tu vois, on est tous humains. Et ça vient pas non plus minimiser ce que tu vis, tu vois, c'est pas parce que tu as une mauvaise relation avec tes parents et qui vont peut-être mourir et qui vont mourir un jour que il faut absolument être avec eux et leur dire je t'aime tout le temps. C'est Tu ça. vois, il faut pas tomber dans l'excès, mais prendre conscience qu'ils vont mourir Mm. parce qu'on va tous mourir et que tout ce que tu as peut disparaître. Et j'ai même envie de te dire, même tout ce que tu as, quand tu vas mourir, ça va aller à la poubelle. C'est vrai. C'est réel. Et ça te permet de te dire, ok, bah en fait, à quoi tu t'attaches dans la vie, en fait, c'est quoi le plus important? C'est ça. C'est exactement ça. Et
suite à ça. Ouais. Depuis que tu es dans ta trentaine, est-ce que tu es heureuse? Depuis que je suis dans ma trentaine, je dirais que je suis parfois très heureuse et parfois je suis pas du tout heureuse. Parfois je suis malheureuse parce que je traverse encore ce deuil, parce que ma mère me manque et qu'il y a des moments où je m'effondre et que j'ai eu 2 années très très compliquées. Ouais, Euh, et que ça fait partie du chemin, parce que je pense que pour moi le deuil n'a ni début ni fin, tu vois. ouais, c'est vrai. Euh, mais en tout cas, tu vois, pour répondre, donc je suis parfois heureuse et quand je le suis, c'est quand je me sens à ma place. C'est quand je sais que ce que je fais, ça a de la valeur pour moi, que c'est important. Et tu sais, il y a quelque chose d'assez magique, je pense, quand tu fais quelque chose qui te correspond, qui est en accord avec toi, avec tes valeurs et que tu es fier de toi et tout, il y a toute une magie qui se passe dans le corps et tu te sens bien. Et, euh, et donc, je dirais que oui, je suis heureuse et malheureuse et, et ça va dépendre des phases de ma vie. Après, au soleil, c'est plus sympa. Mais tu sais, au soleil, tu ramènes tous tes problèmes, hein. Ah oui, non, ça c'est sûr, mais c'est quand même plus sympa. C'est plus sympa. Moi, je dirais qu'au soleil, autour de nature, et c'est pour ça que je vais aller vers là-bas, je dirais que moi, en tout cas, personnellement, je me recharge plus facilement. Chose qu'ici, c'est un peu plus difficile, tu vois. Moi, je trouve qu'il faut beaucoup de courage. Hein. Vivre à Paris, c'est dur, tu vois. Quand tu vis des sales moments, que tu es en pleine rupture, que tu perds ton boulot, que tu galères, etc., tu as de la grisaille tous les jours, il pleut, on va te recharger. C'est pas facile, tu vois. Alors, peut-être par tes potes, par le rire, par la musique, il y a plein de façons. Mais disons qu'il y a d'autres pays qui ont encore plus de façons, tu vois. Et des façons plus naturelles aussi, qui coûtent moins cher, gratuites. Donc je pense que oui, le soleil, ça aide. L'endroit où tu es, ça aide. Mais quelque part, faut aussi être honnête. Tu ramènes tous tes problèmes que tu sais au soleil. Moi, tu vois, quand j'étais à Bali la dernière fois, je croisais des Français parfois qui me disaient, oui, ah non, mais il fait... enfin, on est quand même à Bali, on va pas se plaindre, tu vois. Et en fait, quand j'entends cette phrase, moi, ça me dérange. Parce que je me dis, donc, en fait, tu es en train de t'enfermer dans une croyance que parce que tu es à Bali, tu pas le droit de te plaindre, donc tu pas de problème, donc tu pas de souffrance, donc tu pas de blessure, mais tu es en train de te mentir à toi-même, parce qu'en fait, tu es un être humain, que tu sois à Bali, en Afghanistan ou à Paris, tu vois. Donc, sous prétexte que tu es au soleil, tu dois pas te plaindre. Et ça, c'est un truc parfois que j'entends souvent, et moi, ça m'énerve. Ouais, mais ils suivent le dicton qui dit que la misère est moins pénible au soleil. Ouais. Comme quoi, c'est bien rentré dans notre tête, hein. C'est bien, bien entré, hein. Ouais. Exactement. Il y a, enfin, chaque endroit là où on ira a son lot de bonnes choses et de mauvaises choses. Et on doit juste dealer avec, en fait. Il n'y a pas de souci. Et ça ira. Donc, aussi bien à Paris qu'à Bali, qu'à New York, ou peu importe que sais-je. C'est Tu vois. ça. Donc, c'est ça vraiment le plus important. Et ok. Là maintenant, qu'est-ce que tu souhaites pour les mois, les années qui arrivent? Allez, l'année qui arrive, pas les années, l'année qui arrive. Maintenant que tu as vécu Euh, tout ça. Ce que je souhaite, c'est m'épanouir encore plus professionnellement. C'est accompagner de plus en plus en groupe parce que c'est une énergie dont j'ai besoin aujourd'hui. Ok. C'est m'entourer de vie parce que j'ai besoin de vie. Parce que comme il y a quelque chose en moi, je pense, qui s'est éteint, j'ai besoin de lumière, tu vois. Donc Ouais. j'ai besoin de m'entourer et de faire des belles rencontres lumineuses, tu vois, des gens qui vont égayer mon cœur, qui vont me faire sourire. Et j'ai besoin de me reconnecter à tout ça. Et je pense que ce que j'aimerais, voilà, là, cette année, ça serait de ouais, vraiment développer professionnellement, ouvrir au groupe, développer mes retraites, parce que ça fait un moment que j'ai cette idée. Ouais. Euh, et, euh, et puis, ouais, dans tout ça, vivre des belles histoires d'amour, expérimenter. Je crois que j'ai pas de temps d'attente, en réalité. Tu prends les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles viennent. Ouais, tu vois, quand on me demande où je suis dans 3 ans, moi, j'ai pas envie de me projeter. J'ai même pas envie de savoir où je suis dans 3 ans. Même si tu avais la réponse, je veux pas le savoir.
Tu vois, je, je, je me laisse porter. Je sais que j'ai des choses que j'aimerais faire. Parce que je sais que je suis bonne dans mon travail. Je sais que j'ai des choses à transmettre, à apporter. Et, euh, et je vais tout faire pour aller au bout de ça. Yes. Mais sur le chemin, il y a certainement plein d'autres choses qui m'attendent que je ne sais pas. Et je suis hyper OK avec toutes ces surprises qui m'attendent, tu vois. J'ai hâte de découvrir quelles surprises la vie me réserve encore. Ok. Tu sais, c'est quelle mentalité ça? Hein? Tu sais, c'est quelle mentalité ça que tu viens de décrire? C'est quoi la mentalité? La mentalité One Piece, mentalité de pirate. C'est vrai? Ouais. Moi, je regarde pas de manga. Ah bah là, sache que t'as la mentalité One Piece. Ouais, c'est vrai que ça fait beau sur le papier dit comme ça. On dirait que je suis en train de te bullshiter, mais je le pense vraiment. Ah non, mais moi je le crois, hein. T'inquiète, tu parles à un pirate, hein. Tu parles à un mec, après le lycée, il avait 150 balles en poche, il est parti vivre à Londres, il connaissait rien, tu vois. Donc, Je la vie pense est une que aventure. voilà, la vie est une aventure et moi, je pense que s'il n'y a pas d'aventure, la vie est fade. C'est vrai. Et c'est peut-être un des trucs, tu vois, à la fois, je suis très routinière, je suis très casanière, j'ai un truc j'ai besoin de ma sécurité, de mon petit ancrage. Et à la fois, il y a une partie de moi, mais qui a un besoin fou de vivre et de prendre des risques. C'est pour ça que tu vois que j'ai toujours essayé des choses. J'ai toujours envie d'apprendre de nouvelles choses. Tu vois, si je m'écoutais, il me faudrait 15 vies parce que moi, j'ai envie d'essayer 15 pratiques de sport, tu vois, en même temps. Et donc, je suis obligée parfois de me recentrer, de me dire non, mais voilà, calme-toi, on va rester là parce que sinon, bah, du coup, tu fais plus rien. Mais tu vois, c'est comme quand tu voyages. Tu t'attends à quoi? Mais laisse-toi. Moi, j'adore partir et ne jamais savoir ce qui va se passer. Ouais, tu découvres. J'adore. C'est mieux. De pas trop réserver à l'avance, tout, tu vois, de vraiment, tu vois, il y a une rencontre, tu vas t'amener une rencontre et pas, mais tu fais un truc et c'est ça que j'aime le plus dans la vie. Et dans le pro, je pense que c'est un peu pareil. C'est bien d'avoir un objectif en vue, Mm. mais sur le chemin, il y a plein de portes qui vont s'ouvrir. C'est Il y a des clair. fenêtres, il y a des gens qui vont te tendre la main, d'autres qui vont te jeter des tomates. Enfin, tu vois, donc c'est Ouais. important de te dire, bah, on va vivre une expérience. Et il y aura des trucs pas cool, certainement, mais il y aura des trucs cool aussi. C'est bien vrai. Mais c'est que tu as envie, si tu les vis. C'est encore plus vrai. Ok, ça marche. Bon, Johanna, on arrive à la fin de cet échange. Déjà, comment tu te sens? Je me sens bien. Ça va. Ça va. Ouais. Très bien. Ça t'a plu? Ouais, grave Bah cool. écoute, J'aurais pu parler encore des heures. tu reviens. Franchement, tu reviens quand tu veux. La porte, elle est ouverte. Vraiment, avec grand, grand, grand plaisir. Et bah, on peut même se faire un autre épisode où tu parles un petit peu plus de ton boulot. Ça peut être intéressant. Ouais, grave. Ça peut J'ai être plein vraiment d'anecdotes très intéressant. drôles à raconter sur ça. Bah, Ça peut être très drôle. Mais surtout, je pense qu'il y a plein de parallèles qu'on peut faire parce que entre ce que tu fais, etc., finalement, tu verras, il y a beaucoup de choses qui peuvent se rejoindre. Oh, carrément. Avec grand plaisir. Est-ce que tu as un mot de la fin? Le mot de la fin, ce serait merci. Déjà, merci de m'avoir invité. Avec Merci de plaisir. m'avoir fait revivre une partie de ma vie. Euh, Merci de me laisser poser des mots sur tout ça. Peut-être que ça parlera à certaines personnes, peut-être pas. Et, euh, et juste merci bah, pour le temps que tu as pris toi aussi aujourd'hui. Bah, merci à toi d'être venu. Surtout, merci d'avoir accepté l'invitation. Et franchement, ça m'a fait super, super plaisir. Tu es l'une des personnes que je voulais vraiment sur le podcast. D'autant plus que je sais que tu pars. Bah, je voulais encore deux fois plus vraiment que tu viennes. T'inquiète pas, je reviendrai. Voilà. Et non, franchement, ça m'a fait super, super, super plaisir. Donc, merci infiniment. Et bah, écoute, la suite, quand l'épisode sortira et quand on fera le deuxième épisode, j'ai hâte aussi d'écouter ces anecdotes-là, pardon. Ça va être, ça va Ça être va pas être mal. intéressant, ouais. Ouais. Je pense sur un autre registre, mais il y a beaucoup à dire. Yes, ça marche. Bah, merci beaucoup, Serge. C'était grave cool. Avec grand plaisir. La Grizzly Family, encore un épisode riche, riche en émotions, en partage et surtout en humanisme et en humanité. Prenez grand bien soin de vous, prenez grand bien soin de vos proches. N'oubliez pas, viens on joue, viens on s'aime, viens on se pardonne. C'était ton Grizzly Coach. La bise. Trop bien.